Bienvenue à vous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur T18. Chaque semaine, on va décrypter ensemble ce monde des médias en pleine révolution. Au sommaire de cette 9e émission, Christophe Ondelat raconte les crimes comme personne avec cette voix mythique et signe un podcast événement ainsi qu'un spectacle sur la fameuse affaire Ranucci. Il est notre premier invité de la semaine. Des voix, il en serait question aussi avec un deuxième parti, celui qui recrute en coulisses les talents de The Voice depuis 15 ans, Bruno Berberès, qui nous rejoindra avec Hugo de Rose, l'un des candidats de cette saison. Plein d'infos, décryptage, Pure Média l'hebdo, c'est parti. Bienvenue sur T18, mais également sur Pure Média, le site de référence de l'actu des médias. Tout au long de l'émission, vous réagissez sur les réseaux sociaux avec le hashtag Pure Média l'hebdo. Et notre journaliste expert média cette semaine à mes côtés, c'est Benjamin Rabier. Bonjour Benjamin. Bonjour Virginie. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes rédacteur en chef du site Pure Média. Et notre premier invité cette semaine est d'abord une voix que vous êtes des millions à écouter. Quand vous connaîtrez le mobile du crime que je vais vous raconter, vous allez tomber de l'armoire. J'en suis tombé moi-même. Bienvenue Christophe Ondelat. Ça vous fait bizarre quand même de vous écouter encore? Oui, je m'écoute plus. Au début, je m'écoutais pour voir si c'était bien, est-ce que je pouvais modifier, mais là, je l'écoute plus. Une voix quand même, une voix très marquante, des intonations aussi, des expressions, parfois désuètes, mais surtout très populaires. Est-ce que c'est ce qui fait un peu votre style, le style Ondelat? En ce qui concerne la voix, déjà, c'est basé sur un polype au corde vocale. Oui. Donc j'ai un gros polype au corde vocale, que j'ai déjà opéré 3 fois, et qui me donne cette voix que, honnêtement, beaucoup de gens qualifieraient de défaillante. Ah non, mais qui, tellement du douce coup, et belle. fait ma personnalité. Au contraire, et même avant d'ailleurs, elle est très, 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 très reconnaissable. Elle a changé. Ma voix d'en fait entrer l'accusé, c'était pas la même. Hein. Alors pourtant, j'avais déjà le polype. On en parle, Faites entrer accusé, toutes ces grandes émissions qui ont fait votre carrière. Qu'est-ce qui vous passionne dans les crimes? Combien vous en avez raconté jusqu'ici? Alors, j'en ai raconté 1200 dans mon ancien podcast. On la raconte. On la raconte, oui. 150 dans Fait entrer l'accusé. Ouais. Et déjà, je dirais une quarantaine dans 100% Ondelat, mon nouveau podcast. Donc, j'enchaîne. Mais l'homme, la nature humaine m'assure de l'avenir en la matière. Ah ben ça c'est certain, on va en revenir justement sur vos podcasts, Christophe Ondelat, votre carrière bien sûr. Mais d'abord, votre actu, c'est un spectacle et un podcast événement sur cette affaire qui a traumatisé la France il y a 50 ans. C'est l'affaire évidemment du pullover rouge, l'affaire Christian Ranucci. Je vous propose d'abord un rappel des faits. Qui sont rappelés dans une archivina des Fers 3. Il y a déjà plein d'erreurs dans ces faits. Mais justement, on va en parler des erreurs, parce que 2 ans après sort le livre... C'est pas de la faute de celui qui a fait le sujet, là. C'est parce qu'on est dans un aveuglement sur cette affaire depuis des décennies. Donc, oui, il y a eu un livre. Par exemple, le chien n'a jamais reniflé le pullover rouge. Jamais. Et il n'est pas allé jusqu'au lieu du crime, il les a dépassés de 30 mètres. Donc c'est une idée que Gilles Perrault, avec ce bouquin, le pullover rouge, a développé, qui est fausse. Il y a un livre qui a été dit clairement qui contredit l'accusation de Christian Ranucci. Donc pour vous, tout est faux là-dedans? Pour moi, ça part d'une démarche complètement tordue de l'auteur de ce livre, Gilles Perrault. Oui, Gilles Perrault. Qui consiste à dire, puisqu'on est contre la peine de mort, alors il faut démontrer que Ranucci était innocent. Ça n'a pas de sens. Il pouvait être coupable et il ne fallait pas le guillotiner. Et il était coupable. Et il nous a aveuglés avec ce bouquin qui s'est vendu à 1 million d'exemplaires. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il nous a aveuglés. Et on s'est laissé, ma génération, aveuglée. Voilà. Je me rattrape du coup. Pour en savoir plus, vous avez fait d'abord un podcast évidemment sur RTL, une conversation avec Jean-Alphonse Richard qui présente tous les jours l'heure du crime sur RTL. Pourquoi ce podcast événement? J'ai quitté Europe 1, je produis mon propre podcast et à partir de maintenant, je suis libre. Et Jean-Alphonse Richard, qui était mon concurrent à la radio, et oui, c'est pour ça un copain. Donc, on a dit on va faire ça ensemble. De la même manière qu'un jour j'aimerais faire quelque chose avec Fabrice Rouel qui est à France Inter, qui est aussi un copain puisqu'on était reporter à France Inter ensemble. Comme quoi on peut s'aimer dans ce métier, quoi. On peut avoir les postes. Quand on n'est plus dans un groupe, dans un média, quand on est vraiment indépendant, on fait ce qu'on veut. Voilà.
Il y en aura d'autres avec Jean-Alphonse Richard ou pas? Ah oui, 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 on va en faire un une fois par mois. C'est le deuxième déjà qu'on a mis en ligne. Vous avez signé avec RTL? Ah non, rien du tout. Je ne referai pas de radio. Voilà. Bon. Je suis indépendant et je le resterai. Très bien. J'aurais craché. Vous avez fait aussi un spectacle, un seul enseigne, il n'y a pas d'artifice. Vous racontez votre version des faits. Oui. Pourquoi vous étonniez? Alors déjà, j'avais jamais fait de théâtre. Donc ça m'intéresse toujours de faire des trucs que j'ai jamais fait. Les gens se sont demandé pourquoi j'avais arrêté Faites entrer l'accusé au bout de 12 ans. Ma réponse c'était parce que j'en ai marre de faire toujours la même chose. Et c'est exactement la même chose aujourd'hui. Je n'avais jamais fait de théâtre. J'ai 63 ans. Je me suis dit c'est une occasion, j'y vais quoi. Un truc que tu n'as jamais fait, que tu sais pas forcément faire. Il y a 1 mois et demi de répète derrière. Un mois et demi de répète. C'est à la Scène Libre à Paris et c'est jusqu'au 26 avril, On Christophe. partira en tournée après en France. Ben, j'espère bien. Toute la France. On partira vous voir. Christophe Fondelat dans Pure Média l'Hebdo. Je vous propose à présent de survoler votre carrière rapidement parce qu'elle est bien trop longue. Hein. Vous vous imaginez, on n'a pas le temps. Mais avec cette question, si c'était à refaire, est-ce que vous le referiez? Première photo, regardez Christophe Fondelat. Est-ce que vous reconnaissez? Oh Eh oui, oh, vous êtes à Radio France, on est en 87. Vous rentrez à Radio France en 85, vous devenez grand reporter à Inter, puis vous présentez notamment le Trésor d'Inter. Grand reporter, allez sur le terrain, vous le referiez encore aujourd'hui ou pas? Si on me demandait s'il y a un seul truc que j'ai envie de refaire, c'est bien ça. C'est vrai? Allez sur le Oui, terrain? je l'ai fait pour 13e rue, c'est passé un peu inaperçu parce que c'est sur le câble, mais il y a quelques années, je l'ai fait pour 13e rue, j'ai fait, je crois, 25 documentaires incarnés pour 13e rue, 2 terrains, et je recommence demain. Parce que vous partez à la rencontre des gens, pourquoi? C'est l'humain qui vous plaît? Aujourd'hui, C'est quoi? il y a tout un tas de gens qui se disent journalistes et qui ont un avis sur tout, et qui sont jamais allés sur le terrain. Le journalisme doit commencer par le reportage. Et quand on a acquis un peu de savoir et un peu d'expérience, après on peut devenir baveur sur les plateaux télé. Deuxième photo, regardez Christophe, la carrière est longue. Et là, vous êtes aux commandes, bah oui, on reconnaît tout de suite, hein, du 13h de France 2. Bah, vous êtes pas mal, là, vous êtes beau gosse, vous présentez le journal de 13h de France 2. On est en septembre 2004, Christophe Fondelat, vous claquez la porte quand même 4 mois plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas Vous le referiez ou pas? C'est pas intéressant de présenter le JT. Hein, Pourquoi? parce que on décide strictement de rien. Il y a des red chefs qui ont décidé déjà, avant que vous arriviez le matin, tout est déjà décidé, le contenu. Donc vous n'êtes pas le seul à le dire. Censé Ouais. dicter des lancements. C'est pas intéressant le JT. Le JT à France 2, en plus, c'est dur, socialement. Pourquoi plus qu'ailleurs? Pourquoi plus qu'à TF1 ou ailleurs? J'en sais rien, je n'ai jamais fait. Ouais, ou Inter. Mais en tout cas, on est confronté à des groupes dans la rédaction qui ne veulent pas de vous, ils ne voulaient pas de moi. Donc, ils m'ont fait suer. Et puis, à un moment donné, aussi la surexposition médiatique. Trop, oui, c'est ça. Trop Ouais. d'exposition. Entraîne Trop de pression politique aussi ou pas? Ouais, enfin, on fait. Après, les journaux à France 2, je crois que ça existe toujours, on fait des conférences critiques. Et là, on a tous les journalistes des services, non pas de reportage, mais des syndicats qui sont là et qui vous critiquent. Ça m'a insupporté, ça. Ouais, donc 4 mois après, chut, ciao. Vous êtes comme ça, vous, hein? Ouais. Mais Il n'y a pas de demi-mesure avec vous. et je regarde les confrères de ma génération qui ont avalé les couleuvres toute leur vie. Beaucoup sont plus là. Finalement, quand même, il est plus payant d'avoir un sale caractère. Mais c'est vrai que d'être une couille molle, ça c'est sûr. Troisième photo, Christophe Fondelat. On regarde, on la découvre ensemble. Ce générique mythique, Michel Legrand, Faites entrer l'accusé. Ça, c'est une émission qui vraiment vous a marqué, vous a collé la peau. En tout cas, moi, en tant que spectatrice, vraiment. Est-ce que vous referiez pareil ou pas? Je ne me suis pas lancé là-dedans avec enthousiasme, il faut rappeler ça. Moi, on m'a proposé, c'est la première fois qu'on me proposait de faire de la télé dans une grande chaîne et on m'a posé sur le crime. Et moi, j'étais journaliste, grand reporter, et moi, je voulais faire de la politique étrangère, de la politique, de l'économie, de la société, enfin, je voulais faire un truc sérieux, quoi. Ouais. Et là, on me dit le crime. Je dis, oh, pff. Et puis, comme j'avais un ego et qu'il fallait que je le satisfasse, j'ai dit oui. Et donc, au début, j'ai regardé la matière de loin, et elle a commencé à m'intéresser au bout, je dirais, de 3 ans. Et à partir du moment où j'ai acquis de la compétence, où j'ai été capable de mettre les choses en perspective. Mais passionné, jamais. Hein. Passionné, c'est pas mon mot, moi. C'est quoi votre mot? Aujourd'hui, je suis pas passionné par... C'est quoi votre mot? Intéressé.
Intéressé, c'est pas pareil. Il y a une chaîne YouTube, Faites entrer l'accusé, avec des numéros présentés par vous et qui cartonnent. Franchement, moi j'ai 3 millions de vues quand même sur les vidéos. C'est absolument énorme. Est-ce que vous rapporte rien touchez... du tout, ça. Ouais, bah là justement, c'est ma question. Vous touchez pas d'argent dessus? J'ai des droits d'auteur, enfin sur YouTube. Oui, c'est rien quoi. Ouais. Pourquoi vous continuez alors? Ah bon, j'en sais rien, je suis pas producteur. Pas producteur. Benjamin Rabier. Aujourd'hui, les faits divers à la télé, ça cartonne. Chaque chaîne a sa propre émission. Il y a Enquête criminelle sur W9, Au bout de l'enquête sur France 2. Selon vous, est-ce qu'il y en a trop? Est-ce qu'elles sont bonnes? Est-ce que vous les regardez? La qualité d'un programme criminel, c'est le budget. Je suis désolé de dire ça. Je sais que c'est pas à la mode de dire ça, mais il faut du temps. Faites entrer l'accusé, c'était 1 mois pour lire le dossier, pour le lire. 1 mois pour prendre contact avec les intervenants. Et 1 mois pour réaliser des interviews. Et 1 mois pour faire le montage. C'était 4 mois. Aujourd'hui, les budgets ne sont pas les mêmes. Le budget même de Faites entrer l'accusé, aujourd'hui, est 3 fois inférieur à ce qu'il était à l'époque. Et donc, c'est pas la même chose. On voit moins les... Aujourd'hui, présentateurs de Faites entrer l'accusé, ils ne voient plus les acteurs de l'affaire. Ils voient que Dominique Rizet. Christophe Fondelat, invité de Pure Média Hebdo cette semaine. Et puis tout à l'heure, on vous emmènera dans les coulisses de The Voice avec celui qui repère les talents de l'émission. C'est Bruno Berberès qui sera avec nous, avec l'un des talents de cette saison. C'est Hugo De Rose. Mais avant cela, ce sont les pures infos remixées par Thierry Dagiral. C'est la confirmation de la semaine. La direction des sports de TF1 a confirmé à la rédaction de Téléfoot la disparition à l'antenne de l'émission mythique présentée par Grégoire Margoton. Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être au rendez-vous de Téléfoot. Une émission lancée en 1977 dont le dernier numéro aura lieu le 14 juin à la place. Sans doute un nouveau rendez-vous qui parlera de tous les sports, pas uniquement de foot. Restez avec nous, Téléfoot continue. Ça bouge dans le groupe M6. Laurence Boccolini rejoint la chaîne W9. Merci désormais de me laisser rentrer chez vous. Elle sera produite par Cyril Hanouna pour présenter des émissions musicales en prime time. L'animatrice avait claqué la porte de France Télé à l'automne dernier. Comme vous l'avez remarqué peut-être, j'ai eu beaucoup de temps libre ces derniers mois. Eh bien voilà, ça y est, vous êtes tous réunis. Et puis la surprise de la semaine, c'est Olivier Mine qui a rejoint M6 à la rentrée dernière et qui présentera la saison 15 du Meilleur Pâtissier. Exit donc Laetitia Milo. Vous êtes le maillon faible. Au revoir. Cyril Lignac fera toujours partie du programme dont le tournage doit débuter en avril. Et l'on vote encore ce week-end pour les Spotify Podcast Awards, la cérémonie qui célèbre les podcasts. Parmi les nominés, Légende de Guillaume Play, Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Hugo Décrypte, Zach Nani, Combini, Léna Situation et Coach. Salut les gars. Vous pouvez voter sur l'application Spotify. La remise des prix aura lieu le 8 avril, cérémonie animée par Pablo Mira. Non mais y a pas de problème frérot, je te mets 2 places en carré or. Et le tout au Grand Rex à Paris. C'est l'hommage de la semaine. Quelques mots pour résumer, Isabelle, pour commencer cette émission. Je sais que ça va pas être facile pour les uns et les autres. Celui des grosses têtes rendues à Isabelle Mergo, décédée dimanche dernier. Une émission spéciale écrite en quelques heures par son ami Laurent Ruquier. Isabelle, qui est toujours vivante dans nos cœurs. Isabelle Mergo dont les obsèques auront lieu ce lundi. Allez, on ouvre les fenêtres et on regarde ce qui se passe à l'étranger. C'est un concept qui débute ce dimanche aux Pays-Bas. Une émission de télé-réalité qui réunit 11 légendes du foot et qui les met au défi de survivre sur une île déserte, loin du confort, loin des habitudes de leur carrière professionnelle. Als ik dan deze beestjes zie, dan krijg ik gelijk jeuk. Als ik dan geen douches, geen eten. Dit is wel voor mij uit mijn comfortzone. Comment vont-ils réagir sous pression et loin des terrains, entre des échanges musclés et des réflexions intimes? Ça s'appelle Football Island et ça débute ce dimanche aux Pays-Bas. Et puis, dans l'actu média, évidemment, il y a la disparition de Loana. Elle avait 48 ans, première star française de la télé-réalité, révélée en 2001 avec le Loft, évidemment, sur M6. Et ma question, c'est vrai que c'est pas ça aussi la télévision, selon vous, Christophe? C'est-à-dire médiatiser, même sur-médiatiser, mais ne jamais protéger, finalement. Vous savez qu'on m'a proposé de présenter Love Story. Ah non, ça, je savais pas. Voilà. Et c'est parce que j'ai refusé que Castaldi ait été nommé présentateur. Par rapport à Loana, Timo? Par rapport à Loana... Ou en tout cas, la surexposition. Je ne sais pas s'il faut... C'était une fille fragile, à mon avis, avant Bien sûr. Love Story. Bon, on l'est pas tous, un peu. La fin de l'histoire est l'histoire d'une fille fragile. Et accuser le système, je trouve ça un peu facile. Ce que m'a appris le métier que je fais, celui du crime, c'est qu'il y a des gens fragiles,
très fragile, dont il est difficile de changer le cours de la vie. Et oui, elle a eu du succès, oui, elle avait des beaux seins, oui, elle était magnifique, mais elle avait une grosse fêlure, je crois. Et je pense qu'elle est morte de sa fêlure, Ouais. même si, a priori, c'est un accident et pas un suicide. Mais, comment dire, ouais. Donc moi, aller accuser la télé-réalité et l'époque, ça, je suis pas sûr que ce soit la bonne explication. On vient de parler aussi dans les Pures Infos, les podcasts Awards, dont la cérémonie tiendra le 8 avril prochain. On de la raconte, votre podcast d'Europe 1 est donc toujours en ligne et surtout nommé dans la catégorie crime et horreur de l'année. Ce podcast, c'est vrai que c'est quoi vos liens avec la station? Vous êtes toujours sur Europe 1? Vous avez un Je suis contrat plus avec sur eux? Europe 1, Oui, non, c'est ça, non, mais vous avez non. un contrat avec eux? Comment ça se passe avec Ils eux? sont propriétaires du nom de l'émission. Il y a un partenariat? Il n'y a aucun partenariat. Ils rediffusent ce que j'ai écrit pendant 10 ans à leurs frais. Enfin, il y a une logique. Hein. Ouais. Le programme leur appartient. Ils rediffusent Pierre Bellemare aussi, vous savez. Donc, ça leur appartient. Ils rediffusent, ils rediffusent, ils rediffusent. Moi, je construis mon histoire à côté. D'accord, mais vous touchez pas un euro non plus là-dedans? Hein? Vous touchez pas un euro là-dessus non plus? Ah ben non, j'ai été payé pendant toutes ces Ouais, années. c'est ça. Donc c'est de l'ardif, quoi. Je touche pas d'euros. J'ai Benjamin Rabier. pas de droit d'auteur là-dessus. Ouais. Et justement, vous avez un nouveau podcast qui est très écouté, des millions d'écoutes chaque mois. Selon vous, la France, elle aime se faire peur? Comment vous expliquez le succès des podcasts comme ça? Alors, j'ai pas encore complètement là. C'est ce qui est très intéressant avec la pièce de théâtre que je joue à la scène libre là, en ce moment, c'est que je discute avec le public après. Je me donne presque une demi-heure pour faire des selfies, tout ça, discuter avec les gens. Et j'apprends plein de trucs sur leur rapport à la matière. Il s'est très distancé, en fait. Faut pas croire que les gens sont passionnés par le crime. C'est une bonne histoire avant tout, un crime, avec du suspense et une résolution à la fin. Et donc, avant tout, c'est une histoire complète, comme on les aime bien. Cette fragilité dont vous parlez, qui nous touche tous finalement. Oui. Oui, oui, puis je crois que tout le monde est travaillé par l'interrogation majeure. Est-ce que je serais capable de tuer? Moi aussi. Et moi, oui. Vous vous sentez capable de tuer? Oui, bien sûr, mais vous croyez que les soldats ukrainiens qui tuent les Russes en ce moment, ils savaient qu'ils étaient capables de tuer des gens? Je crois que oui, je suis capable de tuer. Et puis, je ne suis pas le seul. Vous avez fait des petits, mon cher Christophe Ondelat, et ça, vous le savez sûrement. On va le voir dans un instant. Mais je vous propose d'abord qu'on décortique le fait média de la semaine. Allez, Benjamin, avec vous, on décrypte une autre affaire, c'est l'affaire Tapie. Eh oui, dimanche dernier, 19h51, pétante, une dépêche AFP tombe. Fabien Lecoeuvre, chroniqueur de Tout Beau Tout Neuf sur W9, a été hospitalisé durant le week-end après avoir reçu un coup violent hors antenne par un autre chroniqueur, Stéphane Tapie. C'est le début du feuilleton média de la semaine et comme Cyril Hanouna et ses équipes savent très bien le faire, ils ont feuilletonné toute la semaine sur cet événement. C'est devenu une série sur W9. Regardez comment Cyril Hanouna a teasé lundi et mardi cette altercation sur son plateau. Vous avez vu beaucoup de choses circuler ce week-end. On reviendra là-dessus, bien entendu, tout à l'heure. Hein, restez avec nous, on vous dira tout, on vous racontera tout. Fabien Lecoeuvre sera avec nous mercredi, bien entendu, pour le Prime des Vérités. Et on va revenir sur ce qui s'est passé vendredi dans l'émission dans un instant. Et c'est vrai qu'on ne savait pas du tout qu'il y avait un ton passif entre les deux. Et le ton monte et d'un coup, on entend un bruit. Ouais. Moi, j'étais là, on entend un bruit, un énorme bruit. C'est un coup qui part. Ouais. Un coup de poing. On va reparler demain, on va vous montrer voilà, comment va Fabien. Voilà, demain, vous verrez, beaucoup de gens nous demandent. On a des nouvelles de Fabien et il nous a envoyé des photos. Oui, ça c'est la chute, La chute, en fait. exactement. C'est surtout la chute en fait. Il nous parlera demain de ce qu'il veut faire. Ouais. Et s'il veut. Oui, c'est la grande question, ça. S'il veut porter plainte ou pas, et on va voir comment va Fabien. L'art du teasing, hein, Benjamin, ça marche toujours. Et ça marche toujours. Record historique pour Cyril Hanouna depuis son arrivée sur W9. Plus de 2 millions de téléspectateurs lundi. Un téléspectateur sur 10 était devant W9 lundi soir. Il faut dire que pour conserver l'appétit de son public, Cyril Hanouna sait y faire. Chaque jour, des révélations. Lundi, les téléspectateurs ont pu découvrir les coulisses du Splash, racontées par Gilles Verdez. Mardi, les téléspectateurs ont pu voir les photos de Fabien Lecoeuvre tuméfié à l'hôpital. Et enfin, clou du spectacle, hasard du calendrier, j'ai envie de dire. Mercredi, le Prime des Vérités, Fabien Lecoeuvre est revenu en plateau, en direct, pour expliquer comment il avait vécu l'affaire et annoncé qu'il allait porter plainte contre Stéphane Tapie. Évidemment, ça a cartonné et une fois encore, ça montre que les vieilles recettes à la télé, ça marche puisque Cyril Hanouna a cartonné mercredi soir. Et oui, hein, outre cette bagarre, effectivement, et le drame en question de ce qui se passe à la télévision, eh bien oui, ça a cartonné. La preuve, W9 donc, a réussi à quand même battre Top Chef sur M6. En tout cas, ils sont vraiment au coude à coude. On le voit, vraiment, c'est assez incroyable. C'est surtout la question de se poser, mais on aime ou on n'aime pas ce que fait Cyril Hanouna.
quoi qu'il arrive, c'est quand même le maître du teasing. Il sait comment nourrir l'appétit de ses téléspectateurs. Il se passe des trucs, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est ce qu'il faut en télévision ou pas? Mais c'est la promesse. La promesse, c'est qu'il se passe des trucs. Une émission qui marche, une émission où il se passe des trucs. Après, moi, je détestais le père Tapie. Je pense pas que j'ai aimé le fils. Non. Vous réagissez évidemment sur les réseaux sociaux avec le hashtag Pure Média l'hebdo. Vous posez aussi toutes vos questions à nos invités tout au long de la semaine. Et pour cela, vous allez sur le site puremedia.com et sur les réseaux sociaux de Pure Média. Dans un instant, on vous raconte les secrets des castings de The Voice avec celui qui recrute, pas qui raconte, mais qui recrute et qui raconte aussi, remarque, les talents. C'est Bruno Berberès. Mais avant cela, Génération Ondelat. Christophe, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir transmis quelque chose ou même, à défaut, peut-être même d'avoir été pillé? Non quoi? Pas transmis ni pillé? Ouais, enfin, je crois pas. Ce que j'ai fait, c'est que... Mais c'était dans l'air du temps, donc je pense que j'ai pas de mérite. C'est France Télé qui prend l'initiative de faire une émission criminelle. Ça n'a jamais eu lieu à la télé française. Jamais. Jamais. Donc c'est une initiative du service public. Et puis une fois que le trou est fait, tout le monde s'engouffre, mais ça c'est un peu normal. Je vous confirme que tout le monde s'engouffre. Regardez, je vais vous montrer la star des réseaux sociaux. Elle s'appelle Liv, première youtubeuse du crime en France. Elle a 29 ans, 1 million d'abonnés sur YouTube. Extrait. Canal Livré a encore frappé très fort. Chaque jour, l'émission balance à la face du public le pire de Manaus. Et malheureusement, les reporters ne manquent jamais de matière. Très vite, Canal Livré devient le programme le plus regardé de l'état d'Amazonas. Wallace Souza est vu comme l'homme qui ose, l'homme qui n'a peur de rien. Mais bientôt, une question va commencer à hanter tout le Brésil. Comment cet homme fait-il pour avoir toujours une longueur d'avance, même sur la police ? C'est la relève, ça vous inspire aussi ou pas? Ils ne doivent pas payer les images, déjà, pour commencer. Ils doivent les voler. Max Kais fait 2 fois plus d'audience. Il a 2 millions d'abonnés. Ouais. Donc je pense que pour moi, le numéro 1 de crime en France, c'est Max Kais. Mais pour un style particulier qui vous plaît, c'est quoi? Je regarde pas. J'aime beaucoup cette honnêteté. Mais non, mais je regarde pas, non, je regarde pas. C'est la star, mais vous regardez pas. C'est une autre époque, c'est une autre manière de parler. C'est moderne, moi j'incarne le passé, vous voyez. Non, vous êtes très présent encore. Romy Victory aussi, une autre créatrice de contenu qui cartonne, la reine, alors je vais le dire en anglais, du true crime. Regardez. Laissez-moi vous raconter une histoire de dingue. Tout commence avec une femme qui appelle les urgences. À ce moment-là, la police va découvrir une histoire absolument sordide. My son just called me, killed his baby, killed his wife, he killed her father, and I can't even believe this is happening. He left the baby dead when he left. Installez-vous confortablement, prenez-vous un bon café et on y va pour cette histoire. Le cadre, la petite musique, la lumière qui va bien, etc. C'est des codes souvent qu'on retrouve dans cette émission-là. Ces gens font beaucoup d'histoires américaines. Ouais. Parce qu'on est sûr de ne pas avoir d'emmerde avec ça. Ah, d'emmerde avec la législation française. Avec les familles, avec les avocats, familles, etc. Ouais. Et deuxième chose, on peut piller les images des chaînes américaines sans payer un seul centime. Ouais, mais manifestement, pour la France, c'est pareil. C'est juste la différence. Non, sur la France, c'est pas possible. Non, mais c'est ce que vous disiez juste avant, par rapport à Liv. Ouais. Oui. Ouais, mais si vous pillez des images de fait entrer l'accusé, je peux dire que vous allez les avoir sur le dos. Alors là, ceux des chaînes américaines, plus personne comme si le crime américain était plus intéressant que le crime français. C'est juste une manière de ne pas avoir d'emmerde. Et ça a une qualité, ça met un peu à distance le truc, parce que... c'est loin. C'est loin, ça ne nous concerne pas directement. Moi, je fais plus de France quand même que je fais quelques crimes américains. Alors que malheureusement, on est ultra concernés. On continue de parler des podcasts, évidemment, Christophe Ondelat. Il y avait Ondelat raconte, et vous l'avez largement évoqué sur Europe 1. On peut toujours retrouver d'ailleurs sur le site. Et puis, il y a désormais vos podcasts 100% Ondelat. Qui les paye, ces podcasts-là? C'est quoi l'économie derrière? L'économie, c'est la pub. Ouais. C'était déjà le cas pour Ondelat raconte. Ils sont venus vous chercher ou c'est vous qui êtes allé les chercher? C'est moi qui a contacté, enfin, on s'est rencontrés à Cast, qui est le numéro 1 mondial de la monétisation du podcast. Et j'ai trouvé un partenaire formidable. Donc voilà, pour l'instant, je perds beaucoup d'argent. Pourquoi vous perdez? Ça vous prend du temps, c'est ça? Parce que je n'ai pas atteint le score que je faisais à Europe 1. Hein. Et je ne vais pas l'atteindre tout de suite. Il me faut l'avoir, je dirais, 2 ans pour arriver à l'équilibre. Moi, je ne me paye pas, mais j'emploie 4 personnes quand même.
Oui, quand même. Alors, on parle beaucoup de crimes, évidemment, parce que c'est ce qui fait aussi votre marque de fabrique. Mais si vous n'avez pas fait ça, Christophe Ondelat, qu'est-ce que vous auriez aimé présenter comme émission? J'aurais aimé présenter Ça se discute. Ah oui, pourquoi? Encore une fois, pour être en lien? J'ai failli présenter Ça se discute, pour dire les choses. Failli, c'est-à-dire avant, après, France Christophe? 2 me l'avait proposé. Mais attendez, après de la rue, avant? Après, Faites entrer l'accusé. D'accord, ouais. Donc, après de la rue. Ouais. Et puis après, de la rue a fait son retour. Et donc, ça m'est passé sous le nez. Mais j'aurais beaucoup aimé présenter Ça se discute. Voilà. Dernière question sur ce sujet, mais quand même, Ouais, sur parce les que émissions de télévision, non mais... Conversation avec les gens, comme ça, ouais, ça me plaisait bien. Bon, peut-être que ça reviendra, hein, pourquoi pas. Et votre pire souvenir? Le pire souvenir de télé? Oh, j'en ai pas. J'en ai pas, moi. Même pas le 13h? Non, c'était un bon souvenir, j'avais jamais fait ça. Ouais. Donc à partir du moment où c'est nouveau, moi ça me plaît. Hein. Voilà. Christophe, C'est pas le meilleur truc pour moi, mais j'ai un bon souvenir, globalement. Christophe Ondelat, vous restez avec nous, évidemment, dans Pure Média. The Voice, pour l'amoureux de la musique que vous êtes, est-ce que c'est votre truc, vous regardez ou pas The Voice? Oui. C'est vrai? Non, je dis pas que je vais le regarder tous les samedis soirs. Bah, vous allez être obligé maintenant. Tous les ans, je me force à regarder à partir des 8e, quarts de finale, pour voir. Voilà. Pour voir qu'est-ce qui est en marche. Bon, moi, je suis un gros amateur de chansons, mais j'aime pas forcément les chanteurs à grosse voix, hein, à voix qui crient, quoi. C'est plutôt les textes, vous? Non, moi j'aime. Ouais, enfin, je préfère Biolay, si vous voulez. Ouais, Benjamin Biolay. Un gueulard, quoi. Bon, on va en parler justement parce que je suis ravie de vous présenter celui qui repère depuis 15 ans les stars en devenir. C'est le directeur de casting de The Voice, Bruno Berberès. Il nous rejoint avec un des talents de cette saison de The Voice. Il s'appelle Hugo Derose. Vous le connaissez déjà forcément. Et regardez quand même avant cela toutes les stars qu'a repéré Bruno Berberès. On a touché les étoiles avec la tête dans la lune. On a chanté notre histoire, la 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 la, nos rêves et infortunes. On a touché les étoiles avec la tête dans la lune. On a chanté notre histoire, la 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 la, nos rêves et infortunes. Depuis 15 ans, The Voice révèle les plus grands talents de la chanson française. Et ces grands talents, justement, la chanson française, c'est vous qui les avez révélés. Bonjour Bruno Berberès. Salut Virginie. Merci beaucoup d'être avec nous, ça nous fait très plaisir de vous recevoir. Vous venez pas seul, cher Bruno, vous venez avec un autre talent de cette saison, oui. Hugo Derose qui est avec nous, qui est venu avec son violon, parce qu'on a vu tous ces images incroyables, cher Hugo. Déjà Bruno, quand on revoit ces talents, vous dites, voilà, je le vois à l'antenne, la renifleur de talent, c'est ça, c'est avoir le pif? Oui, j'aime pas trop la chasse, donc oui, renifleur, oui, pourquoi pas. Je sais pas si c'est vous qui le dites en même temps, hein. Non, moi voilà, je les écoute, je les aime. Vous les sentez. Et puis surtout, il y a des histoires de fidélité, on reste longtemps ensemble, quelle que soit l'issue de The Voice. Vous avez compris, hein. Vous êtes à vie, ça y est, menottes. Comment vous êtes rencontrés tous les deux? Comment on s'est rencontrés? On s'est rencontrés, figurez-vous, grâce à un coach vocal qui s'appelle Agnès Puget, à Montpellier, qui a organisé un casting, parce qu'il y a des castings sur The Voice un petit peu partout en France, dans une brasserie, l'Oliver, voilà, une super brasserie. Et ce jour-là, il y avait 85 artistes. On a commencé à 17h. Et on a fini à 2h du matin, sans alcool. Et toi, tu es arrivé vers la fin, en plus. Je suis arrivé vers la fin, exactement. Et donc, voilà, c'est Agnès qui m'a dit pourquoi pas tenter l'aventure. Je l'avais déjà tenté auparavant. Et puis là, voilà, elle m'a dit viens essayer, viens voir Bruno et voir ce qu'il en pense. Ça fascine toujours les talents. Philippe Bailly qui nous a rejoint, économiste à des médias. Je suis fasciné, effectivement. Je me demandais s'il y avait des saisons et des modes là aussi pour les talents. Enfin, trouver le bon profil, est-ce que d'une année sur l'autre, on va plutôt chercher un violoniste? Voilà, c'est ça. L'avantage que nous avons, c'est que c'est en toute saison. En toute saison et en toute heure, ça peut être à 14h, ça peut être à 2h du matin. Mais surtout, ça peut être partout, dans le métro, dans un karaoké, dans un resto, c'est comment vous les dénichez? Nous, on adore ça. Bon, je ne suis pas tout seul, on est toute une équipe à The Voice. Et partout, ça chante. Donc métro, festival, karaoké, cabaret. On n'est pas sectaire, on adore la musique dans
toutes ces résonances. Les réseaux sociaux, ça marche aussi Les réseaux pour repérer sociaux, évidemment, les inscriptions, Ouais. 65 000. Et on les écoute toutes. Enfin, pas moi, forcément, mais on a une équipe qui écoute et on enlève évidemment un petit peu les casseroles. Et puis après, on garde. Moi, j'ai aucune chance, quoi. Et on peut faire un petit SMS. Moi, non, ça va, merci. Benjamin Ravier. Vous voulez chanter ou pas encore? Non, ça va, ça va. Non, non, Le fauteuil ne tourne pas ici. non, je suis revenue sur le 18, j'aurais quand même essayé de maintenir une petite carrière. Allez-y, Benjamin. Hugo, vous avez marqué ce début de saison de The Voice, vous avez 25 ans, vous venez de Montpellier, vous faites du violon depuis l'âge de 7 ans et vous avez marqué l'émission grâce à cette séquence. Faut que je me casse d'ici. Sur ma tête, tu viens ailleurs. Ailleurs. Seul dans ma piscine. Je dois nager comme Buzz ailleurs. Ailleurs. Oh. Ils veulent pas me laisser solo. Le gift. Ouais, le gift, c'est ça le nom de ton arme Ça, secrète? c'est mon arme secrète à moi. Si tu viens dans cette équipe, dans mon équipe, je te propose le gift. Et le gift, c'est de faire ma première partie à Bercy, le 10 mars prochain. Vous avez donc fait la première partie de Lara Fabian le 10 mars dernier à Bercy. Exactement. Comment vous avez vécu cette expérience? C'était fabuleux, c'était vraiment un des plus beaux jours de ma vie, si pas le plus beau jour de ma vie, faut être honnête. C'est fou d'avoir la confiance de quelqu'un comme Lara, d'avoir quelqu'un qui nous fait confiance et qui dit « Ok, je pense que tu peux le faire, que tu peux te présenter avec moi ». C'est un vrai gage de confiance et donc ça m'a beaucoup touché évidemment. Mais j'avais envie d'être à la hauteur aussi, donc directement ça a été beaucoup de boulot juste après. Ça a été ok, maintenant on va tout mettre à plat et tout préparer pour que ce Bercy soit le plus beau possible. 2 ans que tous les coachs vous voulaient sur The Voice, donc c'était vraiment la folie, il fallait vraiment choisir. Christophe Ondelat, vous qui êtes amoureux de la musique, vous avez un point commun tous les deux, c'est l'amour de l'archer. Oui. Oui, déjà, je le respecte par avance. Ouais. C'est violon, vous voyez. Parce que Moi, vous j'ai fait jouez du violoncelle, voilà, c'est ça. Je ne joue plus aujourd'hui du tout. Ouais. Mais voilà. Vous fait avez... du classique. J'ai fait du classique quand j'étais plus jeune, effectivement. Et puis je me suis orienté vers les musiques actuelles, donc le jazz, la variété, la pop, tout ça, exactement. Ouais. Vous êtes venu avec votre violon et donc forcément vous me connaissez, en tout cas peut-être pas, mais je ne peux Bien pas sûr. résister. Non mais c'est trop tentant. Allez, ok. Je sais que vous baillez tout le temps avec. Vous nous jouez un petit... Bien sûr. Ben, je vous propose de jouer un petit morceau que j'ai chanté avec Lara assez récemment, puisqu'elle m'a réinvité à venir chanter avec elle à Lyon. Et donc je vous laisse trouver le morceau. J'espère que je le jouerai suffisamment bien. je vais faire un effort, Hugo. Je suis malade, Serge Lama. Merci Exactement. Hugo, merci. Ça vous émeut, Christophe? Ah oui? Ouais. Il y avait une fausse note. Ah mince. On ne peut pas échapper à l'oreille du maestro. Pas fini. Eh oui, le stress du plateau télé. Nous, on n'a rien entendu. Non, nous, on trouvait ça absolument sublime. Non, mais c'est juste une, ça. Ouais, sublime. Eh oui, j'adore l'idée. Et puis, c'est ça un vrai musicien. C'est que quand il commence à chanter, il connaît, il sait ce que c'est qu'un accord, il sait comment est construit la musique, il sait ce que c'est un dièse, un bémol, une octave. Voilà, on provoque des vibrations, des énergies nouvelles. Bruno Berberès, vous avez été banquier. Vous savez tout. Non, je vous rappelle quand même. Ouais, non, parce que c'est des vies qui changent comme ça, qui basculent. Sûr, on appelle ça des virages. Comédien aussi. Ouais, oui, j'étais comédien, chanteur. Et puis aussi, j'ai eu la chance ou malchance de faire des études longues. Quoi malchance? J'ai entendu récemment, je ne sais plus qui disait ça, Ouais. si tu as envie de réussir dans ce métier, surtout n'aie pas de plan B. Il y a un plan A. Et moi, j'avais un plan B, et à un moment, le plan B a pris le dessus.
Bon, en tout cas, Revenir au plan A après. Je ne sais plus qui disait ça, c'était assez récent, n'est pas de plan B. le plan A, si je peux me permettre, a très très bien fonctionné. On est ravis de vous avoir, Oui, évidemment, puisque des rencontres, des décisives, des talents, il y en a eu de nombreux, finalement, de nombreuses rencontres décisives. Je vais vous demander une anecdote, alors courte, hein, évidemment, parce qu'on ne peut pas raconter pendant des heures, mais à chaque fois rapide. Première photo, regardez. Voilà, Kenji Girac qui apparaît sur l'écran. Anecdote courte avec lui. Un champ de betterave et un guitariste de 17 ans qui chante. Et 3 appels et The Voice. Un champ de betterave, c'est-à-dire, excusez-moi. C'est-à-dire la vidéo qui a été publiée par son cousin. Ouais. C'est dans un champ de betterave avec un chien qui aboyait derrière. J'ai encore le chien qui aboie dans mes oreilles. Et lui, il était comme ça. Et là, devant, j'ai vu la personne que je cherchais depuis des années. Voilà. Deuxième photo, on découvre Claudio Capéo qui est là, à l'image. Ouais, alors une anecdote avec lui. Une anecdote Non, il ne voulait pas. On l'a poursuivi pendant 3 ans. Il chantait dans les fêtes de la bière dans l'Est, évidemment. Et une semaine avant la fin du tournage, il m'appelle et il me dit « Bon, ça marche toujours ton The Voice ?» Je lui fais oui, ben dépêche-toi. Et il a sauté dans un TGV et la suite, vous la connaissez. Troisième photo, regardez, forcément, on la connaît toute, Louane. Oh là. Dites-vous que vous êtes son tonton, hein? Ouais. Ouais. Bah, c'est une histoire, c'est une coïncidence, mais c'est une très belle histoire. Je l'ai rencontrée, elle avait 8 ans. Et elle n'a pratiquement pas changé, un petit peu grandi. Et elle avait 8 ans et elle s'est dans un concours de chant à Saint-Amand-des-Eaux et elle s'est plantée devant moi. Elle m'a dit « Un jour, on se reverra. » Voilà. Ça dit tout du personnage. Est-ce qu'il y a des moments où vous avez peur que le filon s'épuise? Parce que quand même, ça fait quelques années maintenant, il y a vous, il y a la Starac. Est-ce qu'à un moment, il y a une pénurie de talent? Non, il ne peut pas y avoir de pénurie de talent. Le talent, c'est renouvelable. Puis on est quand même un pays où il y a 67 millions de Français, plus les francophones. On dit qu'il y a 10% de gens qui chantent plutôt pas mal. Dans les 10%, il y en a encore 10% qui ont un truc différent des autres. Donc ça fait encore 600, 700 000 personnes. Donc encore une quinzaine d'années au moins. Non, puis des Hugo, ils sont rares. On ne rencontre pas Hugo tous les jours. Non, j'en doute pas. Et il y a 6 mois, je ne savais pas qu'il existait. Donc voilà. Et lui non plus, ça ne savait peut-être pas que vous existiez. Enfin, quand même, si, parce que ce n'est pas la première fois que vous passiez les tests de The Voice. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, le fait d'être là dans cette saison aujourd'hui? Ça a tout changé. C'est-à-dire? Ça a vraiment tout changé. Déjà, le fait de pouvoir être sur un plateau comme celui-ci. Avec nous, c'était votre rêve? Honnêtement, oui, de pouvoir montrer ce que j'avais à offrir. Oui, ça c'est clair. Donc je me sens très chanceux de pouvoir être ici, de pouvoir parler de ce que j'ai envie de donner au monde. Donc c'est une chance, c'est une vraie chance d'être là. Et évidemment, c'est beaucoup de travail, là aussi des belles rencontres au bon moment. Il faut savoir que Bruno, en plus, l'année d'avant, on s'était déjà vu et que ça ne l'avait pas fait. Là, il y a encore quelques années auparavant, ça ne l'avait pas fait non plus. Et puis au fur et à mesure de travailler, de peut-être aussi savoir plus qui on est, on arrive à offrir quelque chose de différent. C'est sur vous, mais tous ces 3 millions de gens qui vous regardent, par exemple, ça vous angoisse, ça vous C'est très stressant. C'est très stressant, évidemment, parce qu'on se demande un petit peu ce que les gens vont penser de nous. Est-ce que ça va leur plaire? Est-ce que ça va leur parler? L'art, c'est subjectif. Donc directement, on se retrouve dans quelque chose qui n'est pas gérable pour nous. En fait, nous, on donne notre prestation. Et une fois qu'on l'a donnée, c'est le public qui choisit s'il a envie de l'écouter ou pas. Alors, est-ce que le public a choisi, Benjamin, justement? Oui, bien sûr. Et moi, j'avais une autre question. C'est est-ce que vous avez des chansons sur les plateformes? Est-ce que vous avez vu un boom des streams depuis votre passage? L'impact de l'émission? Ça commence à monter doucement, effectivement. En tout cas, j'ai beaucoup de très bons retours là-dessus. Ce qui me touche beaucoup, c'est que les gens prennent le temps d'envoyer un petit commentaire, d'envoyer un message, de dire ce qu'ils ont ressenti, autant pour le plateau qu'en écoutant mes musiques. J'ai notamment rencontré quelqu'un en repartant justement après Bercy, en allant à mon train, en allant chercher une bouteille d'eau, quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a dit « C'est toi Hugo, franchement on a adoré ta prestation, on met ta musique tout le temps en boucle parce que les enfants l'adorent ». Et ça m'a beaucoup touché d'avoir ce genre de retour concret. Je repose ma question à Benjamin, puisque vous l'avez ellipsé, mais c'est pas grave, comme c'est mon émission, moi j'y vais. Les audiences de The Voice. On embrasse Nikos au passage. The Voice, on le sait, c'est la 15e saison. Les audiences sont un peu challengées depuis quelques années. Bruno, on a vu, ça a été le pire lancement historique là, de la saison 15, avec 3 millions de téléspectateurs en moyenne. Est-ce que la marque vieillit? Est-ce qu'elle était un peu ringardisée par la Starac? Comment vous expliquez cette usure des audiences? Vous venez de le dire, ça fait 15 ans.
La vie est dure, la vie est difficile pour tout le monde, hein, n'est-ce pas, Virginie? Ah oui, je vous confirme. Elle est dure pour tout le monde. Le Star en a pris un coup d'ailleurs à l'époque. Hein. Non, mais si on fait référence à ça, ouais. Et donc, personne ne rincardise personne. Il y a de la place pour tout le monde, c'est de la musique, il y a du plaisir. Nous, on est très heureux. Parce que 15 ans de The Voice plus 13 saisons de The Voice Kids, ça fait beaucoup et on est toujours là et le public nous aime. Et puis, vous savez, moi, je me promène beaucoup en France. Je suis un peu la Geneviève de Fontenay de la chanson. Je serre des mains à tout le monde toute la journée, même brochis. Et je vois que pour les gens, nous sommes toujours là. Alors après, les chiffres sont qu'ils sont, c'est pas tout à fait ma partie, mais nous sommes heureux. Allez, on va s'intéresser au business de la musique et c'est l'œil de Philippe Bailly. On est raccord avec nos invités, cher Philippe. On va parler musique et remontada. Oui, absolument. On a un talent pour être raccord, c'est formidable. Qui dit remontada dit d'abord des remontadas. Voilà. Et il y a 10 ans à peu près, la musique était au plus bas, les CD se vendaient plus, le piratage explosait, le streaming, ça démarrait, Deezer, Spotify, mais ça n'était pas encore au niveau que ça a atteint. Et puis, il y a eu une espèce de coup de talon au fond de la piscine, il y a 10 ans à peu près. Et depuis, ça remontait année après année, croissance ininterrompue, et c'est repassé au-dessus de la barre mythique du milliard d'euros de chiffre d'affaires en France. Comment vous l'expliquez justement cette remontée ? Un peu deux choses quand même. La modernité d'une part, modernité du streaming, justement du digital. Aujourd'hui, Deezer plus Spotify, c'est 300 millions d'abonnés dans le monde. En France, c'est 165 milliards de streams l'an dernier. Alors, je vais vous éviter le calcul. C'est 10 chansons par jour et par Français, y compris les bébés. Ça fait donc beaucoup d'audience au total, mais par artiste. Hugo disait que le streaming de ces chansons commençait à remonter, mais c'est quand même très émietté. Et du coup, pour beaucoup d'artistes, c'est que ça reste économiquement compliqué. D'où l'importance des concerts ? Absolument, et à deux niveaux. D'abord, deux chiffres, 60 000 concerts l'an dernier, 31 millions de billets vendus. Ça, c'est les statistiques du ministère de la Culture. Alors, d'une part, ça fait immédiatement des recettes de billetterie à se partager. Et puis, ça fait du buzz. Ça fait des émissions comme celle-là, ça fait des interviews, ça fait l'occasion de faire parler des artistes. Et donc, ça nourrit aussi ce flux de remontée du streaming et des écoutes sur les plateformes. Bon, sinon, il y a l'autre moyen, c'est de faire The Voice. Oui, absolument. Et ça, c'est le signe aussi d'un changement dans la vocation de la télé. Autrefois, à l'époque Maritier, Gilbert, Carpentier, on venait regarder des artistes déjà à leur sommet. Aujourd'hui, la télé, ça fait naître les artistes. C'est devenu l'endroit où, encore une fois, ils naissent, ils s'épanouissent. La Starac, The Voice, ça a profondément changé et c'est profondément vertueux pour demain parce que le fameux label « vu à la télé », il va être de plus en plus précieux parce que le vu à la télé, ça voudra dire aussi vu une vraie personne et plus une création d'intelligence artificielle. Un chiffre qui est vertigineux, c'est 60 000 chansons créées par l'IA déversées sur les plateformes tous les jours. 60 000 par jour ? 60 000 par jour, ça fait peur et au moins les fauteuils qui tournent, les buzzers, etc. C'est une vérité, c'est que, regardez, Hugo, je peux le toucher. D'accord, on dit comme ça. Ouais, c'est ça. Vous avez diversification, puisque vous allez lancer The Voice Internet. C'est quoi l'objectif ? The Voice Internet, c'est un projet. Bon, le titre, la marque a été déposée. Et pour le reste, on vous en dira plus longtemps dans les jours à venir. Imaginez une émission de télé sur Internet. Je ne vais pas vous dire que ce sera une émission de cuisine. Donc, voilà. Mais si je peux me permettre, je voulais quand même dire à Hugo... Après, on se demande, que ce soit à la Starac ou à The Voice, pourquoi tout d'un coup, il y a quelqu'un qui émerge. Vous me parliez de Louane, Slimane, etc. Et tout. Ils ont tous un point commun, et c'est ce que Hugo a. C'est que ce sont d'abord, avant tout, des travailleurs, mais vraiment des travailleurs, 1 heure, 2 heures, 3 heures par jour, la voix, et des musiciens. Ouais. Et surtout, ça va peut-être vous surprendre, des gentils. Non, ça ne me surprend pas. Venant de vous, ça ne me surprend pas parce que vous adorez ça. Vous êtes un mec bienveillant, il faut le dire à l'antenne. Ouais, c'est gentil. C'est ce que tout le monde dit. Mais ce sont des gentils et je pense que le public le sent.
Et qu'après tout ça, il faut juste espérer que les planètes s'alignent et le miracle s'accomplit. Christophe, vous avez produit aussi, vous, artistes locaux. Oh, j'ai fait un disque aussi. Ouais. Oui, bien sûr, mais on parle de talent, là, pour le coup. C'est une nouvelle star à l'époque, locaux. Ouais, moi, ce qui me branche bien avec Bruno, est-ce que tu sais, parce qu'on s'est parlé à l'époque, donc on se tutoie, est-ce que tu sais qui va gagner l'émission? Aujourd'hui? Non, mais quand tu te lances, quand The Voice se lance, quand Starac se lance, est-ce que toi, tu as une bonne idée de qui va gagner? Alors, je dois avouer que les premières années, oui. Et je me suis rarement trompé. Là, ces dernières années, j'ai été surpris. L'année dernière, oui, je pensais qu'Il Cielo allait... c'était à partir du moment où Florent a formé le groupe Il Cielo sur place. Hein, je savais que là, c'était direct à la victoire. Cette année, les jeux sont très, 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 très ouverts. Et tant mieux. Parce que les compétitions ouvertes sont les meilleures. Et Hugo, accroche-toi. Pourquoi The Voice plutôt que Starac, par exemple, ou Feu Nouvelle Star? Alors pourquoi? C'est une bonne question. Je pense que c'est une question de caractère aussi. Déjà, j'ai 25 ans, je commence à être un peu vieux pour la Starac. Là, il nous a tous tués, c'est bien ça? Non, c'est pas ça. Il n'y a que Benjamin qui reste en vie. J'ai suivi la Starac un petit peu de loin cette année parce qu'il y avait beaucoup de choses pour moi aussi, mais en regardant, je voyais quand même que si j'avais été dedans, j'aurais été dans les plus âgés. Donc ça m'a fait bizarre aussi. Moi, ça m'a mis un gros coup de vieux parce que je me dis à 25 ans. On attend The Voice Oldies. Non, chanter, Philippe. Non, mais comment ça se passe? Parce que c'est vrai que nous, on a cette image que l'on voit, tout est bien, tout est parfait, etc. C'est une émission de télé qui est très bien, encore une fois, est produite et présentée. Mais derrière, en coulisses, c'est la guerre, c'est quoi? C'est l'attente, c'est assez étonnant parce que vraiment... C'est ça. On fait les gros yeux, genre, qu'est-ce que tu racontes, Virginie? Non, pas du tout, vraiment. Il y a plein de fantasmes. Non, justement, moi, ce qui m'a marqué dans cette émission, et pour être honnête, j'avais un peu peur de la télé, de ce que ça pouvait donner. Et en fait, c'est la bienveillance des équipes. Il y a des gens qui sont autour de nous, qui pensent à nous, qui ont envie qu'on soit le plus à l'aise possible. Ouais. Et puis, je pense aussi que... et même entre vous. Hein. Entre nous, exactement. J'allais y venir, justement. C'est vrai qu'entre nous, on continue à communiquer ensemble. Et puis voilà, il y a des atomes crochus qui se forment. Et c'est aussi une aventure humaine. Des collaborations vraiment, aussi. Exactement, des collaborations. Il se passe plein de choses. C'est pas seulement une émission télé, quoi. C'est vraiment un endroit où on se regroupe tous et on apprend à se connaître. Et on apprend à découvrir des gens avec qui on a envie de travailler directement. Des nicheurs de talent, The Voice. On va aller, Bruno, vers une interview flash pour terminer. Ouais, c'est flash, ça veut dire rapide. Ah ouais. Plein de questions de téléspectateurs, donc ce n'est pas nous. Hein. Je n'assume pas du tout. Voilà, des réponses courtes. Même si peut-être certaines, je les ai écrites, mais je ne saurais pas. Voilà. Est-ce que vous jurez de dire la vérité? Bien sûr. Vous n'avez pas le choix, de toute façon, top chrono. Est-ce qu'il y a des artistes qui cartonnent aujourd'hui et que vous avez renvoyés chez eux? Oui. Qui? Vite, qui? Oshi. Oshi? Ouais. C'est pas vrai. Si. Mais Bruno, oh là là. Est-ce qu'il y a un artiste que vous avez lancé et qui ne répond plus au téléphone aujourd'hui? Non. Bon. Est-ce qu'il y a un talent à qui vous regrettez d'avoir dit oui? Regarde pas, s'il te plaît. Ça se pourrait. Ça? Personne. C'est moche, Bruno. Votre pire souvenir sur The Voice? Pire souvenir? Ouais. Saison, je ne sais plus quelle saison, mais on s'était trompé. La personne a été prise en panique. Elle nous a fait une grande symphonie de fausses notes. Et moi, je me planquais sous le canapé. Ça arrive, c'est l'humain, ça arrive. Allez, chaque semaine dans Pure Média, l'hebdo, nos conseils sur les programmes à ne surtout pas rater la semaine prochaine. Ce sont donc les Pure Recos et c'est signé Thierry Dagiral. 3 recos cette semaine et pas une de plus. À la télévision, le retour du pire stagiaire sur W9 mercredi prochain. Ta musique. Greg Guillotin a suivi Cyril Hanouna qui le produit. De C8 à W9, il se glissera dans la peau d'un stagiaire d'auto-école, d'un choriste fan de Johnny Hallyday et d'un agent matrimonial. Pour l'instant, tu es content du stage ou par rapport à moi? J'ai pas de mots. Là. Soirée spéciale, le pire stagiaire, c'est le 1er avril sur W9 à 21h25. Lui, c'est Antoine S2S. Il est créateur de contenu, youtubeur avec plus de 2 millions d'abonnés sur sa chaîne et il débarque vendredi prochain sur RMC Découverte. Antoine est un mec complètement fou dans sa tête. Il n'a pas conscience du danger. Face à la peur, à la recherche de l'anaconda, c'est un nouveau format immersif. Vous avez peur des animaux? Un anaconda a tué un chien le mois dernier.
Direction l'Amazonie pour tenter de trouver un anaconda géant, là où la nature impose ses règles. C'est le 3 avril à 21h10 sur RMC Découverte. J'en sortirai pas tant que j'aurai pas trouvé l'anaconda. Vous êtes bien sur France Inter, dans la très libre antenne de Bérangère. Pour finir, à la radio, lundi soir, France Inter ouvre son micro à l'humoriste et comédienne Bérangère Krief. Non mais de manière générale, à l'école, t'apprends plein de trucs qui te servent à rien, mais pas les trucs essentiels. C'est-à-dire, t'apprends le théorème de Pythagore, mais pas que pour la fellation, faut pas mettre les dents. C'est à partir de 20h pour une antenne très libre. À ses côtés, l'humoriste GC. Moi, les bis, c'est ma spécialité. Hein. Tous ces mecs qui viennent sonner chez moi après avoir dit à Bobonne qu'ils allaient au padel. Ainsi qu'une sexothérapeute 2 heures pour parler d'amour sans tabou. Et le sexe est justement le nom du spectacle que joue actuellement Bérangère Krief. Et autre pur roco aussi, c'est de vous rappeler que c'est le week-end du SIDAction. Vous pouvez donner en appelant le 110. Vous savez que chaque don compte. Merci beaucoup Benjamin Rabier. Merci également Philippe Bailly d'avoir participé à l'émission. Christophe Ondelat en podcast 100% Ondelat, également au théâtre, à la Scène Libre à Paris jusqu'au 26 avril. Merci également d'être venu sur ce plateau. Bruno Berberès en coulisses de The Voice. On le connaît tout aussi bien que Nikos Manos. C'est tous les samedis soirs sur TF1. Avec Hugo De Rose, qui on souhaite une immense carrière, évidemment. L'émission est en replay sur notre chaîne YouTube Pure Média et sur T18. Vos réactions sur le hashtag Pure Média Lebdo. Belle semaine à tous. Ciao.